La marche des femmes est quelque chose d'éminemment dynamique dans le sens de changeant, qui change les femmes, qui change les hommes, qui change les valeurs, qui change le monde dans lequel nous vivons. Des bavures policières. Maintenant, on peut plus appeler la police. Quand on est une femme, il vaut mieux appeler tout de suite Gisèle Halimi, vous voyez. Je propose que les bornes de police soient branchées sur Gisèle Halimi, plutôt. D'être égal, ça veut dire le libre accès, l'aptitude à tous les postes, à toutes les responsabilités que les hommes détiennent aujourd'hui. Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Marie, nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée que donnait notre amie Lucille Paul-Chevance. Et lorsque nous avons échangé sur ton parcours et ce que tu réalisais dans ton quotidien d'avocate, je me suis dit impossible de passer à côté. Incroyable ce que certaines femmes arrivent à mettre en place, en plus bénévolement. Après 10 années comme juriste d'entreprise dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, tu as décidé de t'installer à ton compte, début 2019, avec la forte conviction que le droit doit servir au projet aussi bien professionnel qu'associatif. C'est d'ailleurs ce qui t'a motivé à prendre la vice-présidence de l'Association française des femmes juristes, la FFJ, mais aussi de t'investir dans TooGap, dont tu es membre du board et nous y reviendrons, qui a pour vocation de créer un collectif mondial de réseaux professionnels féminins et mixtes. Le but, permettre à nos sociétés d'avancer plus rapidement vers une égalité réelle. Je sais que l'innovation fait partie de ton ADN. Là, d'ailleurs, je pense à la blockchain. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu fais partie des rares avocats français spécialisés sur le sujet, et je suppose que les femmes y sont en minorité. Et tu mets à disposition tes compétences juridiques au profit du projet One Home. Alors, on va commencer par là, parce que voilà, je trouve que ça apporte un peu de rêve dans notre réalité si amère parfois. Pourquoi accompagnes-tu cette ONG et as-tu des choses à ajouter à la présentation que je viens de faire ? Merci Florence. Alors, l'ONG One Home, c'est d'abord un beau projet, un très très beau projet comme tu l'as dit. One Home est né dans la tête de Jean-Pierre Gou, un chercheur fou, mathématicien, écrivain de thrillers écologiques, membre de l'Institut des futurs souhaitables et surtout un amoureux de la Terre. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Jean-Pierre. Et il me faisait voyager, ses livres, c'était frais, c'était beau. Et puis un jour, on a arrêté de travailler ensemble. Et puis en partant, je lui ai dit, tu sais Jean-Pierre, si jamais tu fais quelque chose, un projet écologique, je suis que juriste, d'accord. Mais je veux faire ma part et j'aimerais bien la faire avec toi. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, il m'a recontacté, il m'a dit bah c'est bon Marie, maintenant viens, je t'embarque dans l'aventure et puis en effet tu vas faire ta part. Alors le projet One Home, bah c'est quoi? Juste pour le décrire rapidement, One Home c'est voir la Terre. C'est-à-dire que on avait jusqu'à présent qu'une seule image de la Terre éclairée dans son ensemble, c'était Blue Marble, elle datait de 1972 et on a dû s'en contenter pendant toutes ces années sur tous nos livres d'histoire géo. Et puis 2015, 2 nouvelles photos arrivent. Jean-Pierre, avec un ami, se lance toutes ces nuits à faire, travailler comme des dingues sur des algorithmes et autres. Et ils nous ont sorti des vidéos. Et donc, on a les premiers lives de la Terre. Et de là, Jean-Pierre s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on puisse partager ça parce que ce qu'on vit là, c'est extraordinaire et on va essayer de faire vivre un maximum de gens ce que vivent les astronautes, ce qu'on appelle l'Overview Effect, qui est une expérience à moitié mystique. Et One Home tend à justement partager une expérience digitale pour refaire vivre essayer de faire vivre cet overview effect à un maximum de personnes et donc faire prendre conscience de l'écologie et du mal actuel et juste faire prendre conscience que c'est beau et que rien que pour ça, ça vaut le coup de se battre. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma part après toutes ces années bien rangées en entreprise, de très belles missions et j'ai fait plein de belles choses, mais vraiment arrivé, comme tu dis, à la crise de la quarantaine, j'avais envie de donner un peu plus de sens et je commençais sincèrement à être convaincue que le droit pouvait servir à autre chose qu'à faire juste du papier, mais le droit pouvait être un outil redoutable pour accompagner des projets innovants, des beaux projets, et puis être un outil aussi pour aider la société, pour aller de l'avant. Donc c'est ça surtout qui fait que je me lève un peu tous les matins, c'est pour ça.
c'est ça qui te porte. Exactement. Non, c'est quand même super beau, c'est un projet assez incroyable et j'espère qu'on aura la chance ou que j'aurai la chance d'avoir Jean-Pierre Gou au micro ici aussi pour qu'il nous en parle un peu plus, qu'il nous fasse part de sa vision et de tout ce côté un peu extraordinaire aussi que ça apporte dans sa vie et dans celle des autres. Donc ça fait quand même pas mal de choses, rien que ce projet One Home. Tu as bien d'autres projets encore et j'aimerais notamment aborder celui qui me tient à cœur, celui qui touche aux femmes. Selon toi, comment est-ce qu'elles peuvent se faire entendre grâce aux lois, justement, et grâce aux droits, et s'inspirer d'autres femmes pour dépasser leurs obstacles, voire leurs traumas? Parce que personnellement, je me suis jamais empêchée d'entreprendre, et pourtant le constat est là. Rien n'est fait, ou du moins tout est fait pour que les femmes réalisent et entreprennent moins que les hommes. Donc ce ne sont pas les chiffres qui manquent, mais je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet, et surtout depuis que la loi Copé-Zimmermann est passée, et où je trouve que c'est quand même super long pour que ça C'est bouge. long, ouais, c'est très très long et c'est juste un petit peu plus dur pour les femmes, on va dire ça comme ça. On va essayer d'être plus Oui, tu n'es pas aussi pessimiste que moi. Non, je veux pas parce que je travaille pour, que je sais qu'on avance bien. On a de très belles avancées. Après, faut voilà, voir l'humanité dans son ensemble et se dire, voilà, par rapport à l'histoire de l'humanité, les avancées, elles sont maintenant, vraiment. Et ça, je veux y croire. Donc, c'est pour ça, les avancées de ces dernières années sont juste exceptionnelles. Et tu parles à juste titre de la loi Copé-Zimmermann, dont on vient tout juste de fêter les 10 ans. Et Copé-Zimmermann, c'est une révolution parce que c'est ce qui a propulsé la France en pole position des sociétés ayant le plus de femmes dans leurs entreprises, à la tête de leurs entreprises, dans leur conseil d'administration et conseil de surveillance. Donc, c'est une vraie révolution et ça reste vraiment une loi exceptionnelle. Donc, non, Copé-Zimmermann, nous on dit la loi Zimmermann, mais bon, voilà, c'est... Oui, alors moi je ne suis absolument pas juriste ni avocate. Non, voilà, mais parce que, bon, je suis vraiment la personne lambda. C'est surtout Marie-Jo Zimmermann qui l'a porté, c'est pour ça. Donc, bon, c'est un petit côté féministe qui ressort. Il y a de très belles avancées au niveau du droit, en tout cas ces 50 dernières années, et puis les 10 dernières années avec Copé-Zimmermann. Faut voir que Copé-Zimmermann, juste avant son arrivée en 2009, il n'y avait que 10% de femmes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, on est passé à 44%. Ce qui est juste énorme. Au début, forcément, en 2011, ça a râlé, il y a eu des oppositions pas possibles. Et puis, la première des oppositions, c'est de dire « mais il n'y a pas de vivier, on n'en trouvera pas des femmes ». Ben, c'est faux. On a eu des femmes qui ont eu le courage d'entrer dans les conseils et de dire « bah non, je vais prendre le job ». Alors, elles l'ont tellement bien fait avec ce syndrome de l'imposteur très connu chez les femmes, à savoir « je fais rien parce que je me sens pas compétente ». Un syndrome de femme brillante, soit dit en passant. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'avant de rentrer dans ces conseils, elles ont décidé de se former. Donc, on a de plus en plus de femmes qui se sont formées et qui vont donc tirer les conseils d'administration vers le haut, puisque de nombreux membres masculins ne sont pas formés. Ne sont pas formés, exactement. Et ils se sont retrouvés un petit peu coincés à devoir se former parce qu'ils avaient à côté d'eux des femmes qui vraiment avaient décidé de bien faire le job parce que c'était des bonnes élèves. Donc, on a tiré vers le haut la qualité, la professionnalisation des conseils d'administration. Donc, on ne peut pas parler d'un effet pervers. C'est un effet qui a vraiment tiré vers le haut. C'est un effet vertueux. Complètement. J'ai quand même une petite question parce que ça reste un sujet qui me tient à cœur. Certainement parce que je suis de la classe sociale moyenne avec des parents enfants d'immigrés et enfants de paysans. Et souvent, cette question me taraude. Est-ce que cette porte est ouverte à une personne de n'importe quelle classe sociale? Voilà, à partir du moment où elle est entrepreneuse ou elle a monté une structure, est-ce qu'elle arrive quand même à parvenir et à se former, à obtenir une place au sein d'un conseil d'administration? Oui, parce qu'on est sur de la compétence. Depuis qu'on a mis des femmes dans ces conseils d'administration, on est vraiment sur de la compétence. On n'est plus sur du copinage, on est sur de la compétence. Donc finalement, ça a beaucoup plus diversifié ces conseils d'administration à tous les niveaux, au niveau social, géographique, orientation sexuelle et autres. C'est beaucoup plus diversifié. Alors,
Ça fait que 10 ans, hein. C'est pareil, Mais ça oui, fait que 10 ans. c'est très peu, mais on peut encourager les femmes justement à se rapprocher Oui, de centres de formation pour cela. complètement. Et il faut parce que plus il y aura des femmes et plus on aura du vivier, en effet. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la loi Copé-Zimmermann soit étendue à un plus grand nombre d'entreprises. Pour le moment, toutes les entreprises ne sont pas soumises à Copé-Zimmermann, donc à ces quotas dans les conseils d'administration. Mais Oui, c'est à partir de combien d'employés? Enfin, c'est quelle grandeur en fait? il me semble, là, les dernières réformes, on était sur du 250, c'est ça. Oui, 250 salariés et 50 millions de chiffres. Voilà, de chiffre D'accord. d'affaires. Oui, il faut vraiment les deux. Voilà, donc ça fait quand même une certaine taille, mais on aimerait bien donc étendre justement Copé-Zimmermann. Et Parce puis, que quand on parle de groupe, par exemple, il y a et les conseils d'administration dans une petite structure. Après, on a les directoires. voilà, alors, faut distinguer en effet les différents Les étages. entreprises peuvent jouer là-dessus, parce que les groupes peuvent jouer là-dessus aussi pour ne pas faire entrer de femmes, Complètement. en disant on est trop petit. C'est ça. Alors, on a ça. On a aussi des sociétés très courageuses qui se sont transformées en SAS, en société par action simplifiée. Comme ça leur évite justement de devoir être soumis à ce genre de quotas. On en a d'autres aussi, ce qu'on appelle les évadés sociaux, qui sont des fleurons de l'industrie française, qui se sont évadés à l'étranger. Donc, Luxembourg, Suisse, Belgique, voilà. Donc, ça, on en a, mais on a les noms, donc on s'en occupe. Faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que vous faites quand tu dis on s'en occupe? Ça consiste en quoi? On s'en occupe, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à publier voilà, dès lors qu'ils publient quelque chose un peu dans le sens du parity washing, hein, comme j'aime bien le dire. Là, on les loupe pas sur les réseaux parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, il y a des techniques de contournement, évidemment. Ça fait partie du jeu. Donc, Copé-Zimmermann n'est pas malheureusement optimal parce que l'être humain est derrière. Et puis, il n'y a peut-être pas suffisamment de suivi. C'est ça aussi. Pas suffisamment de sanctions et de suivi, on va dire ça. Et surtout, l'effet, ce qu'on constate, c'est que Copé-Zimmermann est certainement le très bel arbre qui cache la forêt, puisque cette loi n'a malheureusement pas modifié le profil de l'entreprise. Elle n'a pas eu l'effet de ruissellement qui avait été escompté au départ. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'en modifiant les profils des conseils d'administration, en imposant des quotas et plus de femmes, on allait pouvoir imposer également, on allait pouvoir avoir plus de femmes au niveau des instances dirigeantes de l'entreprise, COMEX, CODIR, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Donc, on va avoir des entreprises qui ont leurs 40%, 42% de femmes dans les conseils d'administration, qui vont avoir jusqu'à 55-60% de femmes cadres, hein, donc il y a du vivier, hein, mais 10% de femmes dans leur COMEX. Alors on dit, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Là, ces plafonds de verre, planchers collants et les murs amiantés, c'est quoi on comprend pas. Et c'est ça, c'est ces comportements-là qu'on va dénoncer. Et c'est là où on estime que finalement, pour avoir un réel impact sur l'ensemble de l'entreprise, le conseil d'administration n'est pas suffisant. Il faut aller taper en haut, donc sur les COMEX, les COMEX et les CODIR. Exactement. Et là, ça ruissellera. Et tu abordais tout à l'heure, à juste titre, l'aspect social, de classe sociale et autres. On nous reproche très souvent que ces questions de répartition du pouvoir, de quotas dans les COMEX, CODIR et tout ça, ça ne concerne que les femmes qui sont très haut placées. C'est faux. C'est faux parce qu'on part du principe qu'en tapant en haut, on pourra ruisseler jusqu'en bas. C'est pour ça que c'est important. C'est parce que on a beau dire à des départements ressources humaines, vous ne devez recruter que sur la compétence, à salaire égal, à travail égal, salaire égal, etc. Ça passe pas. Donc on est bien obligé de passer par le haut. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas juste pour nous avoir des sièges tout en haut. C'est pas du tout le cas. C'est très choquant en fait quand on est une femme de l'entendre ça parce que j'ai certaines velléités, j'ai le droit de les avoir justement comme un homme et auxquelles je n'ai pas droit de par mon sexe. A priori, à moins d'un sacré combat que je mène de toute façon, mais c'est fou. On va rendre le chemin beaucoup plus difficile. Et puis ces femmes qui sont aussi à des beaux postes de cadres dirigeants et autres, elles sont confrontées à des difficultés au jour le jour. Hein. Un homme qui va taper du poing au cours d'une réunion très très sérieuse de COMEX, CODIR, on va dire qu'il a du courage. Une femme, on va dire qu'elle est hystérique. Il y a plein de choses comme ça. Donc on va être beaucoup dans la retenue par peur du jugement finalement de l'homme en face, par peur de tomber dans des stéréotypes féminins. On nous impose. C'est compliqué et franchement, j'étais pas du tout
engagée, féministe à la base. C'est juste qu'en voyant les chiffres et en voyant l'état du droit, en voyant les sociétés, je me suis C'est dit, ça, mais il y a tu un l'es, problème tu l'es quand par même. défaut. Oui, complètement. Complètement. Et quand je vois ces sociétés qui, en effet, nous font un parity washing de dingue avec des pubs en rose et je te signe une charte et une autre et on est des winners en parité. Et quand tu grattes un petit peu, tu dis non, mais là, c'est du flan, quoi. C'est pas honnête. C'est un peu tout ça, toutes nos actions actuellement, ce qu'on fait au sein des assos. Alors Donc là, avec notamment ToGap, avec ToGap. exactement. Là, c'est un de nos projets sur les quotas dans les COMEX. Là, l'Association française des femmes juristes que je représente, on est le bras armé juridique pour ToGap, c'est-à-dire qu'on apporte l'expertise juridique, les remontées terrain également, pour nourrir les réflexions au sein de ToGap. Et donc ToGap, c'est tout simplement des têtes de réseau féminins et mixtes des secteurs publics et privés. On avait l'habitude toutes de se retrouver lors des cocktails et autres, voilà, pour la parité et l'égalité. Puis jusqu'au jour où on s'est dit, mais mince, en fait, on se bat toutes pour la même chose et qu'on soit du public, du privé, qu'on soit femme ingénieure, chef d'entreprise ou femme de la justice, on est toutes confrontées à la même difficulté qui est finalement de répartition du pouvoir et des instances de prise de décision qui sont fermées à la plupart des femmes. Et de là, on s'est dit, ça sert à rien qu'on avance en étant divisés, on va avancer ensemble et on va mettre à profit toutes nos expertises, tous nos réseaux. Et là, on va être une force de frappe incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a constitué ToGap l'an dernier, en mars. Depuis, eh bien, on représente 40 réseaux féminins et mixtes du public comme du privé. C'est un enrichissement incroyable de travailler avec ces différents horizons. C'est une force de frappe de dingue, en effet. Et oui, on arrive à avancer. On arrive à avoir des rendez-vous qu'on n'aurait jamais pu avoir avant en étant seul, finalement. C'est ça, c'est la sororité. Complètement. On dans s'est toute sa mis ensemble et maintenant on avance. Non, c'est un très très beau projet qui nous nourrit les unes les autres parce qu'on est répartis dans toute la société, dans toutes les professions. Ce qui fait qu'on a vraiment de l'impact. Là, on sent qu'on a de l'impact. Oui, mais justement, alors bon, j'ai joué ma pessimiste tout à l'heure, mais en début d'entretien, mais évidemment, je ne le suis pas. Par contre, je tiens à être réaliste, donc j'aime bien provoquer un petit peu parfois. Mais j'aimerais revenir avec toi, justement, si on parle d'optimisme, sur l'engagement que tu as auprès des femmes plus jeunes avec la FFJ, l'Association française des femmes juristes, qui est porteuse de sens, de valeur et d'espoir pour toutes ces jeunes femmes qui sont sur le terrain ou le seront bientôt. Donc concrètement, comment vous les soutenez? Comment vous faites en sorte qu'elles aient envie d'aller plus loin et de participer au changement ou à leur changement, celui qui va leur permettre d'être un jour dans une vie un peu plus équitable? Ah bah là, c'est pas le plus difficile parce que c'est difficile de se retrouver devant une AG et de prendre un micro et de dire à un DG qui fait pas son job en termes d'égalité, mais c'est tout aussi difficile de se retrouver devant une étudiante qui est paumée et puis qui va dire oui mais bon demain de toute façon j'aurai pas le job que je veux comme je veux parce que je suis une femme. Ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est d'être là, c'est de les écouter et c'est de les coacher et c'est surtout de leur dire hey, le monde des possibles mais voilà et au-delà. Et puis, on est dans une société en transformation et nous, on est là pour les appuyer. On leur laisse déjà un monde qui est quand même pas super. C'est normal qu'elles aient des doutes. Par contre, c'est notre rôle de les accompagner. Donc, on met en place des groupes, notamment on a un groupe qui s'appelle S'installer au féminin parce que niveau avocate, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de femmes qui, après une première expérience en cabinet d'avocat, pouvaient ressortir complètement rincées, lessivées, discriminées, harcelées, etc. Et j'en passais des meilleurs. Et donc, on les récupère dans un état qui est pas top. Et pour certaines, le seul moyen de s'épanouir dans leur travail, bah, c'est de se mettre seule en indépendante. Souvent, c'est ce qui est arrivé. Si on a vu des femmes qui étaient vraiment pas en bon état du tout, des jeunes femmes arrivées vraiment mais rincées. Et puis, on les a prises avec nous, on leur a donné notre énergie, notre dynamique, notre optimisme, des bons tuyaux, tout simplement. Et puis, c'est juste aussi être là par WhatsApp, des fois, un truc tout bête. Et rien que ça, bah, ça a pu les aider. Je sais qu'on est un bon groupe bien soudé et on accueille les étudiants avec grand plaisir. On en a besoin parce que, voilà, eux, c'est l'avenir. Nous, on est là en soutien. On peut plus faire que ça, juste essayer de leur déblayer un peu le chemin parce que c'est pour eux. C'est que ça.
Bon, je mettrai évidemment tous les liens sur le site web. Du coup, ça fonctionne aussi par des visios, des coachings ou des ateliers qu'on a comme ça en distanciel. Ouais, et surtout avec la crise du Covid, nous-mêmes, on était un peu en mode artisanal, hein. On avait nos petits dîners, nos petites conférences, les ateliers avant en présentiel. Et puis, premier confinement est arrivé, on a dû passer tout de suite en mode visio. On a eu des demandes très fortes de soutien. Donc, on était au rythme d'une fois par semaine à faire des petits échanges sur Zoom comme ça, des papotes de fin de semaine. Oui, on en a eu qu'on craquait, oui. Parce que c'était une période particulièrement difficile, parce qu'elle venait de s'installer, parce que quand on est avocat, on n'a pas de droit au chômage, on n'a rien du tout. On est en plein milieu d'une crise, on ne sait pas comment ça va finir et quand ça va finir. Donc, il y a eu des craintes, il y a eu des peurs énormes et c'est à nous d'être là et d'éponger comme on peut. Et puis ensuite, on essaye de soutenir un maximum la personne. Donc, c'est des visios, beaucoup d'ateliers en visio actuellement. On en fait pas mal. On essaye aussi de faire partager les expériences des unes des autres. Parce que je me suis rendu compte que j'étais au milieu de femmes qui avaient des richesses incroyables, des expertises de dingue, et qu'elles osaient juste pas en parler. Je me suis dit, mais non, mais partagez ça, les filles. L'autocensure, c'est dramatique. Complètement. Donc, on a mis en place des ateliers pour que celles qui ont une expertise sur un truc, un sujet, un domaine, qu'elles nous le partagent. On se prend 1 heure et puis nous, on met à disposition notre infrastructure. On envoie des mails à nos membres, on dit voilà, on a un atelier avec une telle qui vient nous parler de ça. Génial, inscrivez-vous et voilà. Et tout le monde en profite. Donc, on est beaucoup dans l'échange. Oui, parce que ça peut aller très loin aussi, non ? Quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé, il me semble, d'une magistrate et d'autres pays aussi, pas seulement la France. Oui, complètement. Ça, c'était avant, le monde d'avant, tu sais, avant la crise. On avait eu un dîner avec une juge à la Cour nationale du droit d'asile qui était venue nous parler des réseaux de prostitution nigérians. Voilà. Elle, autant dire qu'elle est vraiment face à la réalité, hein. C'était très intéressant. Après, on en avait une autre qui nous avait parlé d'une action qu'elle avait entreprise à l'encontre de 15 États membres de l'Union pour non-respect du principe d'un travail égal à salaire égal. Donc, on a des femmes qui portent des actions de dingue. Le dernier atelier, on a une avocate parmi nous qui est autrice de BD. Et elle a une BD autour de la profession d'avocat, avec une jeune avocate. Alors, je lui fais un petit coup de pub. Ça s'appelle Alice au pays du droit. Et pour toutes les jeunes en fac de droit, voilà, si vous voulez suivre les aventures d'Alice, c'est super sympa. Et donc, elle est venue nous parler de la pluriactivité parce qu'évidemment, en plus d'être avocate, autrice de BD, maman, prof à la fac, elle écrit aussi des articles. Et donc, elle vient nous parler de tout ça. Puis, sa conclusion, c'est de dire, mais vous savez, du moment que vous vous faites plaisir, ça passe. Donc ça, c'est chouette. C'est ça, faut pas hésiter à être multiple. Oui, surtout être multiple et puis oser vos envies. Ça vous porte, ça nourrit les autres, ça vous nourrit. Et dans le contexte actuel, là, est-ce que justement des jeunes avocates ou des personnes qui viennent de s'installer à leur compte essayent elles aussi d'être un soutien pour le coup pour des jeunes étudiantes, des masters ou qui sont actuellement dans un contexte difficile? Là, c'est horrible ce qui se passe pour les étudiants. C'est juste, c'est eux qui me font le plus mal au cœur actuellement, hein. Là, la question du mentoring, ça doit être un projet qu'on va mettre en place. La FFJ était une association assez classique, avec des actions assez classiques également. Maintenant, depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi, on s'est transformé en réseau. Donc en réseau, il faut aller vers l'autre, il faut le prendre et puis il faut s'en occuper aussi. Et ça fait clairement partie des choses qu'on doit faire parce qu'on a un réseau pour ça. Il faut absolument qu'on soit plus en soutien de nos étudiantes parce qu'elles nous apportent énormément également. Énormément. Finalement, quand tu vois tout ça et quand tu vois celle que tu es aujourd'hui à 40 ans, et que tu repenses à la petite fille ou la jeune fille que tu étais, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça ? Même le droit, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le droit à l'époque ? Alors, c'était pas du tout une vocation, déjà. Donc, ne pas croire qu'il faut avoir la foi pour faire du droit. Je l'ai fait pour éviter les maths, tout simplement. Voilà. Si ça peut vous en rassurer quelques-unes, j'aurais au moins gagné ça. Non, j'ai commencé les études de droit parce que, en effet, il fallait que j'évite les maths. Et je suis partie ensuite très vite en Allemagne. Donc, si je dois regarder maintenant tout ça, j'ai l'impression d'avoir
pas forcément d'avoir dormi pendant 40 ans, mais j'ai eu besoin d'un long moment de réflexion pour trouver ma place dans la société. Voilà. Et c'est comme ça que je le regarde. C'est pas forcément du sommeil, c'était juste, j'avais besoin de plus d'informations. Et ces informations, je les ai eues à 40 ans où là, j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, maintenant si tu peux faire autre chose que juste, être un bulot qui regarde ce qui se passe autour de toi», finalement, donc c'est un peu ça. Tu t'es dit: «Maintenant, je peux passer à l'action». Je peux passer à l'action, mais parce que je me suis pas sentie seule aussi. J'ai rencontré cette association, que j'ai rencontrée lors d'un voyage au Rwanda, en plus. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles, lors de ce voyage, les femmes de l'Association française des femmes juristes et je me suis pas sentie seule, je me suis sentie à côté de femmes d'action. Je me suis dit: «Bah non, bah moi aussi alors je pourrais peut-être essayer» et petit à petit, bah oui, ça m'a plu. M'engager m'a plu, je ne savais pas ce que c'était que de s'engager. Ouais, c'est ça en fait. Ça part d'une méconnaissance à la base. Du coup, on oublie qu'on pourrait faire bien plus. Ouais et en se faisant plaisir, hein. Je subis pas du tout, ce que je fais aujourd'hui, hein, pas du tout. Je me fais plaisir. Ouais, c'est ça qui est beau. Et qui est encourageant et engageant. Complètement, complètement. Donc je ne peux que encourager, voilà, les unes les autres. On n'est pas toutes, faites pour en faire, beaucoup ou pas. C'est même pas le point. C'est juste, de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de peut-être, m'engager un petit peu, je sais pas, faire quelque chose pour la fille d'à côté qui a pas l'air bien», j'en sais rien et rien que ça, oui, on peut se faire du bien comme ça. Marie, qu'est-ce que tu penses de la place de la femme dans la société par rapport à cette crise du Covid qu'on vit? Le fait que la femme soit chez elle, travaille chez elle, soit parfois prisonnière de chez elle. Quid du droit des femmes? Bah, la crise du Covid n'a fait qu'exacerber une situation déjà très, très alarmante, puisqu'on a constaté une augmentation absolument dramatique des violences, conjugales. Rien que ça a été absolument alarmant et puis, on a constaté aussi, bah, que les femmes étaient, invisibles dans les médias. Parce que tu comprends, on est en état de crise, alors on va pas commencer à consulter les femmes. Donc, nous, on s'est amusés à chaque fois à reprendre les premières, enfin les premières de couverture de certains journaux qui, nous mettaient en photo le monde de demain avec, des hommes, que des hommes. Ça, on s'est régalé pendant la crise du Covid. Donc, les médias ont pas vraiment joué le jeu, pendant toute cette période. Ils ont pas été très très sympas, puisque comme on sait, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Or, dans les hôpitaux, les femmes étaient extrêmement nombreuses à s'occuper des malades, beaucoup d'infirmières et autres dans les EHPAD, voilà. Donc les femmes en ont pris vraiment pour leur grade pendant cette crise du Covid et pour moi, elles ont porté la société pendant cette crise. Elles ont eu également leurs enfants à gérer à la maison, plus un boulot. Il faut savoir qu'à la fin du premier confinement en mai, les premiers à être retournés au boulot, c'était les hommes, hein. Mais par contre, comme les enfants ne retournaient pas encore à l'école, et ben les femmes restaient encore à la maison avec les enfants et à travailler. Donc ça a été absolument catastrophique cette année pour les femmes. On a vraiment subi des médias qui étaient vraiment eux-mêmes en situation de crise et qui n'ont pas répondu finalement, qui n'ont pas bien répondu à ce cri d'alarme de la société. On voit quand même que des femmes ont, alors pas tout de suite pendant le premier confinement, mais après, et là ces derniers mois, même ces dernières semaines, ces derniers jours, on voit les femmes monter au créneau. Ouais. Mais on a tapé du poing. Il a fallu qu'on tape du poing. Ouais. Et on voit des choses sortir qu'on n'aurait jamais vues avant. Je pense à tout ce qui a trait aux avortements. Dans différents pays, hein, je ne parle pas de la France. Là, ces derniers jours et ces derniers temps, avec Camille Kouchner et le MeToo inceste qui est en train de sortir, enfin, ça ne s'était jamais vu. Oui, il y a eu énormément de choses cette année rapport aux droits des femmes. Tu cites l'avortement, alors un recul des droits, que ce soit la Pologne, là ils repartent très loin en arrière. Les États-Unis, c'est pas mieux parce que on a eu de plus en plus de cas d'États qui ont commencé à repénaliser finalement l'avortement. Il faut se souvenir que lorsque cette super magistrate Magic Ruth RGB est décédée, on a quand même une Cour suprême aux États-Unis qui est passée républicaine. Comment ça va se passer dans les mois à venir? Moi, ça m'inquiète, vraiment. Alors c'est vrai, l'Argentine, par contre, a fait passer son droit à l'avortement. Ça, c'est fantastique. Mais c'est jamais acquis. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, ce n'est jamais acquis.
Il faut toujours être vigilante. Il suffira d'une crise, et ça aussi, c'est une autre citation, il suffira d'une crise pour qu'on attaque en premier les droits des femmes. Et la crise du Covid a été une crise et a très, très bien démontré que les femmes deviennent très, très vite indispensables, mais invisibles, malheureusement. Toi qui parlais de mixité justement avec Tougap, c'est là où il me semble que c'est très très important de bien laisser cette place aux hommes dans le féminisme et dans les avancées que doivent faire obtenir les femmes. Ah mais les hommes sont indispensables. Le féminisme aujourd'hui, c'est pas les femmes sans les hommes. C'est impensable. Et d'ailleurs, je ne serais pas engagée si c'était le cas. Moi, j'ai un problème d'égalité. C'est juste de l'égalité, c'est tout. Les hommes sont indispensables à faire évoluer cette société vers plus d'égalité. Donc, il est hors de question de faire ça sans eux. Le féminisme a malheureusement, ce mot est entaché de vieilles visions qui font peur aux hommes. Mais le mot féminisme, c'est juste se battre pour une égalité des droits, rien de plus. Le féminisme, on dirait que c'est presque une insulte. C'est pas ça, hein. C'est juste s'engager pour l'égalité, c'est tout. Et on a terriblement besoin des hommes, oui, clairement. J'aimerais rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Alors même si il n'était pas très fort, mais moi je l'ai entendu, tu as parlé de harcèlement. Est-ce que au sein des associations, certaines problématiques liées au harcèlement et même peut-être plus loin que le harcèlement ressortent ? Dans la profession d'avocat ? Oui. Ah bah là, fantastique à lire le compte Twitter Paye ta robe. J'y ai jeté un coup d'œil rapidement là, juste avant notre entretien. Et c'est magique à lire le harcèlement, enfin ces cas de harcèlement sur ce site. Le harcèlement dans la profession d'avocat est un problème, est vraiment un problème, qui a été dénoncé récemment, haut et fort, parce que les avocates ne bénéficient pas du droit du travail. Donc, à partir du moment où quelque chose ne va pas, on prend nos petites affaires et on dégage. Puis on n'a pas le droit au chômage, on n'a droit à rien. Voilà. Donc, il y en a une tout à l'heure qui disait mon cabinet a écrit à ma gynéco pour savoir quelle était la raison exacte de mon arrêt maladie. La chose qu'on entend très souvent, c'est à partir du moment où j'ai annoncé que j'étais enceinte, je me suis fait virer. Hein. C'est normal. C'est malheureux. Enfin, c'est malheureux, c'est pathétique. Le cordonnier est vraiment le plus mal chaussé. Ah, mais complètement, complètement. Et alors, des mademoiselles, pour ne pas dire madame et encore moins maître, parce que ça va pas. Ou alors le coup du « je vous appelle comment ? Maître ou maîtresse ?» Voilà. Donc, ou sinon, non, moi je mets la robe, vous les femmes, vous l'enlevez. Un grand classique. Ouais. C'est juste affligeant. Alors, je dis pas que de temps en temps on peut pas en rire, mais quand on peut rire de tout. Hein, Oui, ça dépend avec qui. Voilà, exactement. Ça dépend avec qui et du contexte. C'est ça. Et je n'ose pas imaginer, en tant qu'avocate, entendre ça plusieurs fois par jour. Enfin, ça, je dis ça peut être à chaque fois une phrase différente, mais l'entendre plusieurs fois par jour. En réalité, j'arrive très bien à l'imaginer. Et c'est juste insupportable. Ouais. Je ne comprends pas qu'aucun homme ne se fasse la réflexion, donc aucun professionnel, donc avocat, ne se fasse la remarque, mais comment je le prendrais moi si plusieurs fois par jour j'entendais ce genre de propos se rapportant à mon physique, à mes attributs, en gros à mes couilles, ou autre chose, peu importe la partie physique. Je trouve ça dingue. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas encore osé leur répondre ça. Leur répondre, bon, et toi, ta prostate, tout va bien ? Et souvent, c'est des jeunes femmes qui commencent dans la profession, qui le savent. Tout le monde le sait, on le sait. Voilà, elles le savent qu'il y a ça, donc c'est juste terrible, c'est odieux. Alors, le barreau de Paris a mis en place plein de choses, dont une commission. Il y a un référent exprès et ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps parce qu'ils savent que c'est un très gros problème. Et une des conséquences qui est terrible, ce sont les femmes qui quittent la robe, vraiment et définitivement. Alors qu'on est une profession, en tout cas pour Paris, on est à 55% des femmes. Il y a une déperdition incroyable du nombre de femmes qui arrêtent la profession parce que c'est insupportable. Et surtout entre 35 et 40 ans, dès lors que tu as éventuellement un projet familial, mais c'est même pas la peine.
En effet, comme tu dis, c'est le cordonnier le moins bien chaussé et c'est sûr qu'il y a un manque de réflexion, chez encore, certains vieux avocats. C'est culturel, certainement générationnel aussi, donc on va attendre que le temps passe et puis que ces, vieux loups, partent en espérant qu'ils soient pas trop Oui, reproduits. c'est ça le plus dur. On se pose toujours la question, d'un côté, comment est-ce que je peux faire avec mes filles, qui en plus se dirigent dans ce domaine-là, et d'un autre côté, et comment est-ce que je peux faire avec mon fils, qui, quel que soit le domaine, finalement, doivent pouvoir entendre toutes ces choses-là et les prendre à bras-le-corps. Oui. Et là, je trouve que les mères actuelles comme toi de ces garçons ont fait un super boulot. Parce que quand on va dans les entreprises, donc ce qu'on fait avec, l'Association française des femmes juristes, nous on fait des descentes, 1 fois par an, on fait le buzz. Il y a pas longtemps, on nous a dit: «Ouais, vous faites le buzz». OK, on fait le buzz. 1 fois par an, on fait des descentes dans les assemblées générales. On fait un peu comme Greenpeace, mais moins retentissant. On prend le micro et on leur demande des comptes sur la parité. Et autant il y a quelques années, ils nous envoyaient bouler, autant maintenant, on a eu des vraies déclarations d'amour sur les questions de parité, puisqu'ils sont confrontés à un problème de recrutement. Donc les jeunes garçons comme filles, aujourd'hui, cette nouvelle génération-là, qui sont bardés de diplômes, qui ont des idées plein la tête, enfin, ils sont vraiment super, eh bien, les vieux modèles ne les intéressent plus. Ils ne vont plus dans ces entreprises, et ce qui crée un réel problème de recrutement. Comment retenir ces talents? On en est là. C'est pour ça, je pense que les mères actuelles de cette jeune génération, voilà, jusque 25 ans, ont fait un super boulot parce que ce sont des jeunes qui ont tellement pas conscience de ce que peut être du machisme finalement. C'est pas une donnée avec laquelle ils ont été programmés. Et ça, c'est un pur régal de voir qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de recrutement parce que chez les garçons non plus, ça les intéresse pas d'intégrer une société où on fait une différence par rapport au sexe. Oui, et parce que ça manque de sens pour eux. Complètement. Ah oui. Déjà, le projet de société est pas forcément sexy, mais alors si en plus il y a des discriminations entre filles et garçons, là, ça les dépasse. C'est pour ça que je suis très optimiste sur cette nouvelle génération qui arrive. Et puis en effet, oui, il faut continuer à éduquer ces garçons, voilà, de manière égalitaire, quoi. Enfin, leur faire comprendre une fille, un garçon, c'est pareil. On a la même chose dans la tête, à peu près. On a un peu échangé sur le sujet, notamment de la blockchain, tout ce qui a trait à la new tech et la blockchain pour l'avenir des femmes, justement. On parle de crypto-monnaie, on parle de certification des documents. Est-ce que tu penses que c'est un domaine qui pourrait un jour aider les femmes, voire les enfants, quand il s'agit de justice? Oui. Oui, oui. Le gros défi de la blockchain actuellement, c'est de trouver des use cases. Donc, des vrais bons cas d'usage. Parce que, comme je dis souvent, la blockchain, ça fait pas le café, donc ça fait pas tout. Il faut vraiment trouver un cas d'usage où on trouve que les caractéristiques de la blockchain vont avoir une réelle valeur ajoutée. Là, tu parlais de droit des femmes, droit des enfants. En matière de preuve, donc au niveau juridique, c'est un outil à l'appui de la preuve, la blockchain. C'est ce qui va venir certifier que tel jour, à telle date, il y a bien tel document qui a été enregistré et celui-ci restera intègre, immuable jusqu'au bout. Et c'est vraiment un outil à l'appui de la preuve. Après, il y a d'autres projets qui sont également extrêmement intéressants. Par exemple, le suivi. Il y a une jeune chercheuse absolument fantastique dans le domaine de la blockchain qui a monté quelque chose autour du suivi pour le don des reins, où tu as besoin de faire un matching, de savoir si les personnes sont compatibles ou pas. Et donc, elle a monté un projet comme ça, ce que je trouve super. Il y a eu aussi, j'ai entendu parler en Afrique de ce problème des enfants fantômes. Ce sont des enfants qui naissent, mais bien souvent, c'est trop long ou trop cher d'aller les enregistrer à la naissance sur les registres nationaux. Donc, c'est des enfants qui naissent sans nationalité. Qui dit pas de nationalité, dit pas de droit. Donc, c'est des enfants qui n'existent pas. Sauf qu'en Afrique, même si, dans certains pays d'Afrique, même si le registre national va être trop compliqué ou trop cher, parce que des fois, il faut payer pour enregistrer un enfant sur un registre, une naissance, presque tout le monde est équipé d'un téléphone portable. Bien là, il y a certainement quelque chose à faire, ou c'est déjà fait, je crois. J'avais entendu parler de ça, ce projet, où tu peux rentrer l'acte de naissance quasiment depuis le téléphone portable ou depuis un outil numérique. Et ça, c'est un vrai changement pour les enfants.
Parce que chaque naissance, on va pouvoir attester que voilà, qu'il a une existence et donc une existence légale. C'est fondamental. Je pense qu'il y a vraiment des beaux cas d'usage voilà, pour les femmes également. Je pense qu'en matière de preuve, on doit pouvoir utiliser voilà, cet outil dans ce sens-là. Donc c'est vraiment le défi actuel, c'est de trouver les bons cas d'usage. C'est aussi un outil pour de l'audit. Donc un bel outil. Voilà, qui se développe. Ouais, je pense. Ah bien, voilà, exactement. Avant qu'on termine notre entretien, j'aurais aimé te poser la question que je pose à tous mes invités dans cette émission qui s'appelle Avec Flo. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le flow ? Rester dans le flow, c'est quoi pour toi ? Rester dans le flow, pour moi, il y a de l'énergie dans le flow. Il y a de l'action. Il y a à la fois aussi se laisser porter. Ça représente pas mal de choses, cette énergie, cette action, en effet. Je suis une grande fan de désert. Voilà, j'adore les dunes. Quand j'entends le flow, je me dis, bah ouais, c'est comme quand on va surfer sur les dunes, en fait. Et c'est comme dans la vie, tu as des obstacles. Alors, tu les contournes ou tu les franchis. C'est dur pour monter. Et puis, bah, à la descente, tu te fais plaisir, puis tu t'adaptes un petit peu. Voilà, c'est ça pour moi, rester dans le flow, c'est continuer à surfer sur la vague, en l'occurrence sur la dune, mais surtout rester en activité et continuer l'action. Alors, j'aurais juste une citation par rapport à la FFJ, à Tougap, à toutes ces jeunes pousses qui sont en fac et qui se posent énormément de questions pour l'avenir. Une citation de Gisèle Halimi. « Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. » Bref, rejoignez les réseaux parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se fera entendre, je crois, et qu'on avancera. Finalement, d'une certaine façon, en disant ne vous résignez jamais, vous dites aux femmes et aux hommes, absolument, soyez droits et soyez fiers d'être. D'être ce que vous êtes, mais de faire ce que vous allez devenir, de vous faire vous-même. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.